Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir l'auteur Robert Major qui nous vient des presses de l'Université d'Ottawa. Avec lui, on va parler de ses deux ouvrages. Je vais aussi m'entretenir avec la directrice générale de Tao Teled pour nous parler un peu de qu'est-ce qu'ils font dans la région. Et on va aussi discuter avec Chantal Valgrand de Jeunesse sans drogue. Mais tout de suite, avant de commencer, on a une nouvelle émission pour cette nouvelle saison qui s'appelle Promenade dans le temps et je pense que il est avec nous. Je pense qu'il est avec nous. Il est avec nous. Allô? Bonjour, Claude, Andrea. Je suis vraiment très heureux d'animer à nouveau l'émission Promenade dans le temps, une émission qui veut faire découvrir notre histoire passionnante et notre riche patrimoine. Cette année, on va beaucoup plus à l'extérieur de la ville. On va aller dans l'Est ontarien pour découvrir les belles croix de chemin que l'on trouve dans nos campagnes. Ensuite, on va se rendre à Raclune pour visiter la magnifique église et le presbytère château de la paroisse Très Sainte Trinité de Raclune. On va aussi se rendre à Caledonia Springs. Aujourd'hui, Caledonia Springs, c'est un village fantôme, mais ça a été de 1835 à 1915 la plus importante station thermale du Canada. Tout près, on se rend à l'Orignal pour visiter l'ancienne prison de l'Orignal qui, au moment de sa fermeture en 1998, était la plus ancienne prison de l'Ontario et c'est toujours le plus ancien palais de justice de la province. Par la suite, on va traverser du côté de l'Outaouais pour aller visiter le célèbre château Montebello, un des hôtels les plus prestigieux du Canada, où a eu lieu en 1981 la rencontre du G7. Tout près du château Montebello, il y a le manoir historique de Louis-Joseph Papineau, le manoir Papineau, qui est un lieu historique national du Canada. Ce manoir vient d'être restauré et c'est une véritable splendeur. En Outaouais, on a aussi décidé d'aller à Wakefield, au moulin de Wakefield, au cimetière de Wakefield, où repose, entre autres, l'ancien premier ministre du Canada, Lester B. Pearson. Dans le même coin, on trouve des ponts couverts, en fait, deux ponts couverts. Le pont couvert de Wakefield et tout près le pont couvert de la vallée Meech. Autrefois, il y avait une centaine de ponts couverts en Outaouais et aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques-uns. On n'a pas oublié Ottawa, on n'a pas oublié Gatineau. À Ottawa, on va aller explorer le plus grand cimetière catholique de la ville et de l'Est ontarien, le cimetière Notre-Dame. Et on va aller aussi voir, explorer le pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus de 100 ans. Et on va finir à Gatineau pour découvrir le magnifique château Montserrat, le manoir de style néo-Tudor et le grand cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus imposant cimetière catholique de la ville et de l'Outaouais. Alors, beaucoup de choses à découvrir. J'espère que vous serez Merci beaucoup, Michel, qui a pris le temps de nous-mêmes, dans cette petite promo-là, de nous montrer un peu quel sera le contenu de l'émission Promenade dans le temps. Vous savez qu'avec Michel Prévost, on apprend beaucoup sur l'histoire de notre région et même du Canada. Donc, Promenade dans le temps, c'est tous les dimanches à 17h30. Et pour les rediffusions, ce sera le lundi, le mardi et le vendredi. Et pour avoir plus d'informations, je vais vous inviter à visiter tvrogers.ca.
tv-rogers.com pour avoir toute la liste des émissions que vous pourriez regarder. Juste après la pause, vous savez que engager la conversation au sujet des drogues avec nos jeunes est assez malaisante, mais juste après la pause, comme je viens de le mentionner, on aura à parler avec Chantal Valéran de l'organisme Jeunesse sans drogue et avec elle, bien évidemment, on va avoir des conseils. On va avoir des conseils sur qu'est-ce qui se passe du côté de Jeunesse sans drogue. On va avoir des outils pour vous aider en tant que parent. Alors, je vous demande de ne pas décrocher. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Élise Doucette, un membre des Guides du Canada. Nous avons parlé du camping, des activités à faire, comment faire des feux et quoi ne pas faire en camping. Ensuite, nous écoutons des reportages d'étudiants en journalisme à la Cité. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi sur mon plateau virtuel Véronique Soucy et on parle du landscape changeant du marketing. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Engager la conversation au sujet des drogues avec nos jeunes est souvent une situation malaisante, mais comme je l'ai dit avant la pause, heureusement que Chantal Valéran de l'organisme Jeunesse sans drogue est avec nous pour nous donner ses conseils et astuces. Et Chantal, c'est toujours un plaisir de te parler ici à l'émission. Et aujourd'hui, tu voulais qu'on parle des opioïdes. Pourquoi principalement aujourd'hui les opioïdes? Pourquoi on commence avec ça notre saison? Premièrement, merci encore de me recevoir. C'est toujours un plaisir de venir jaser avec vous. Je voulais qu'on parle des opioïdes parce que c'est une crise qui demeure et qui demeure un enjeu très important à travers le Canada. Et certains parents peuvent penser que les opioïdes, la majorité des gens qu'on voit qui sont en surdose ou qui ont des problèmes de dépendance, ce sont des jeunes adultes. Donc, moi, si j'ai des enfants à la maison de 13, 14, 15 ans, ça ne s'adresse pas nécessairement à moi. Mais on sait que la prévention fonctionne, on sait que l'éducation fonctionne, donc le plus tôt on commence à en parler avec nos jeunes, le mieux c'est. Alors c'est pour ça que je voulais qu'on puisse en parler aujourd'hui. C'est vraiment gentil d'ouvrir la conversation, là ça pourrait aider beaucoup de parents. Mais quand on parle d'opioïdes, si on veut aider un peu les parents à savoir de quelle substance est-ce qu'on parle, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? À la base, l'opioïde, de façon très simple, c'est un médicament qui aide à soulager la douleur. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça active les récepteurs opioïdes qui sont dans notre corps, dans la moelle épinière, dans notre cerveau, et ça agit pour justement réduire les sensations de douleur à notre corps. Okay. Si on est appelé à avoir, par exemple, une chirurgie buccale ou une chirurgie à un genou, notre enfant se fait mal au soccer et doit avoir une chirurgie un peu plus majeure, ça se peut qu'on lui prescrive des opioïdes pour soulager la douleur. Alors, c'est des choses qu'on peut facilement retrouver dans notre quotidien, en fait. Effectivement. Alors, mais c'est fait pour vraiment venir en aide à un problème habituellement sur une courte période. Donc, à la suite d'une chirurgie, on va avoir un peu de douleur ou à la suite d'une condition médicale quelconque, on va nous prescrire des opioïdes, mais c'est supposé d'être fait sur une courte période et non pas une longue période.
C'est pour ça qu'on demande, je pense, je me rappelle d'une de nos chroniques où est-ce qu'on parlait de comment préserver bien nos médicaments. Et puis, on en parlait, on a dit que c'est vraiment important là de regarder si les enfants touchent à nos affaires, de les mettre vraiment où est-ce qu'ils ne peuvent pas les voir, surtout pour les médicaments qui sont dangereux à long terme. Effectivement. Effectivement. Et aussi, en même temps, les entreposer de façon sécuritaire, mais retourner tout médicament qu'on n'utilise pas. Donc, par exemple, si on a reçu plus de comprimés que nécessaire à la suite d'une chirurgie buccale, au lieu de laisser ça dans la pharmacie et dire peut-être que j'y aurai accès à un moment donné, les risques sont trop grands. Donc, ce qu'on dit, c'est la façon sécuritaire de s'en départir, c'est de les ramener à la pharmacie et eux vont en disposer de façon sécuritaire. Est-ce que, Chantal, tu pourrais peut-être que tu as des statistiques qui nous permettent de savoir pourquoi les jeunes sont si intéressés à toucher à ces choses-là? On dira que c'est la curiosité, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre derrière ça. Bien, il y a plusieurs facteurs qui viennent en jeu. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 11% des élèves au secondaire l'année dernière qui ont admis avoir pris des médicaments sans avoir eu de prescription, donc de façon récréative. Wow. Et on sait que quand on a poussé la question plus loin, 55% de ces jeunes-là ont dit qu'ils se sont procurés ces médicaments-là à la maison. Ce qui est aussi dangereux, c'est que souvent sur nos médias sociaux, pas souvent, mais il arrive à l'occasion qu'on voit certaines publicités pour des médicaments. On nous dit que ça va nous coûter moins cher, c'est un produit générique. Ce qu'on sait, c'est que 95 à 97% de ces médicaments-là ne viennent pas de sources fiables. Donc, au-delà de se procurer ça à la maison, l'accessibilité à ces médicaments-là peut se faire aussi via Internet. Alors, si notre jeune a accès à une carte de crédit, par exemple, peut se faire venir ces médicaments-là à une adresse, soit à la maison ou ailleurs, et peut avoir accès à des médicaments. Et c'est très épeurant et inquiétant parce que ces médicaments-là ne sont pas de source fiable. Donc, soit que ce n'est pas des vrais médicaments, ou de toute façon, même si c'était des vrais médicaments qui sont vendus de façon frauduleuse, elles n'ont pas été prescrits à cette personne-là. Donc, c'est très dangereux. L'accessibilité est là. Et aussi, quand on parle des jeunes par rapport à prendre des comprimés, il y a un mythe qui fait que parce que c'est un comprimé qui vient d'une compagnie pharmaceutique, par exemple, ou qui a été pris à la pharmacie, on se dit c'est moins dangereux que si je m'en allais dans la rue acheter, peu importe la drogue. Parce que c'est un médicament, puis ça fait du bien à des gens, donc ça ne doit pas être si néfaste que ça. Défaire ce mythe-là auprès des jeunes, parler des risques potentiels sur la santé mentale et la santé physique. La crise des opioïdes, ça touche, c'est certain, une couche de la population qui a développé une dépendance, une tolérance à ces médicaments-là qui vont en prendre de façon excessive, et c'est là que c'est dangereux de faire des surdoses. Mais on peut faire une surdose après la prise d'un seul comprimé. D'où l'importance d'en parler à son jeune. Son jeune n'a peut-être jamais consommé de comprimé de sa vie, va à une fête et se fait offrir un comprimé et décide de l'essayer juste pour expérimenter. Il n'y avait pas de dépendance, il n'y avait pas une accoutumance à certaines drogues. Votre jeune était parfaitement normal, vivait sa vie de façon saine et une fois essaye un comprimé et cette fois-là, c'est la fois de trop où est-ce qu'il peut avoir une surdose. C'est là que je commence à monter un peu ma colère, là, excusez-moi de le dire, quand on parle du marché noir, parce que c'est vrai, pendant que tu en parlais, je me suis tout de suite rappelé que j'ai vu un article comme ça durant la pandémie sur les médicaments qui se faisaient vendre au marché noir, en fait, sans prescription. Donc, les jeunes, là, ils ont accès à Internet parce qu'ils ne partaient pas à l'école en ce moment-là, fait qu'ils pouvaient avoir accès à ça n'importe où, à n'importe quel moment. Exactement. Puis un marché noir, puis une autre chose qui s'appelle le marché gris. Alors, le marché noir, c'est des comprimés qui sont faits dans le sous-sol de quelqu'un, c'est pas des comprimés qui viennent d'une source fiable de la compagnie pharmaceutique à l'origine. Donc, c'est par un revendeur qui n'a rien à voir avec le fabricant. Le marché gris, ça peut être des médicaments qui ont justement été substitués dans la pharmacie de grand-papa, grand-maman, de maman ou de papa, mais qui est vendu par quelqu'un qui n'a pas l'autorité de le faire. Le marché gris, comme ça, c'est le comprimé est légitime, mais il est vendu par quelqu'un qui tire profit de ça, mais que ce n'est pas eux, à la base, qui ont fabriqué ce médicament-là. Donc, l'éducation... Et il y a tout ça sur Internet. Oui, c'est ça. Et puis, l'éducation, là, je me dis, vous faites un beau travail avec Jeunesse sans drogue parce que là, moi, le marché gris, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je pensais, pour moi, dans mon esprit, il y a juste le marché noir qui existe. Il n'y a pas de marché gris. Donc, je pense que l'information...
Peut-être même que les jeunes, là, eux, ils sont au courant qu'il y a un marché gris, mais nous, on ne le sait pas. Les parents ne le savent pas. Donc, ça prend beaucoup d'informations et beaucoup de recherches de votre part pour découvrir ces points cachés là qui peuvent être dangereux pour les jeunes. Oui, d'où l'importance d'en parler souvent, d'en parler de façon anodine, d'amener le sujet pour que les jeunes soient à l'aise de nous en parler, les jeunes soient à l'aise de venir à nous avec des questions, puis que nous, on ait la même inclinaison envers nos jeunes pour qu'on puisse en parler, dire justement, « Hey, sais-tu quoi? J'ai entendu parler du marché gris. Oui. Sais-tu c'est quoi, toi, ça? » Puis qu'on puisse en parler, puis qu'ils comprennent, « Ah, OK, donc je pourrais avoir un comprimé qui est légitime, mais ça vient de quelqu'un qui veut pas mon bien puis que c'était pas prescrit pour moi, donc c'est dangereux. » Mais quand on parle de ça de façon continue, quand on dédramatise la chose puis qu'on y va en ouverture, bien, on ose espérer que les jeunes vont être beaucoup plus à l'aise de venir nous parler par la suite, de venir nous poser des questions et d'être moins intimidés par justement ces conversations-là sur les drogues qui peuvent, comme vous avez dit au début, peuvent être malaisantes quand on ne sait pas comment s'y prendre. Définitivement. Et puis, si on parle avec nos jeunes, là, c'est clair qu'il faut qu'on ait des arguments. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on va prendre la pause parce que juste après, on va parler des effets. Vous avez mentionné effets physiques, effets mentaux. Ça serait bon que les parents soient outillés pour pouvoir mieux parler avec leurs jeunes. Je vous garde avec moi. On va à la pause. On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un garçon, une fille, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie est là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là? J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là, nous les enterrerons au milieu de la ville. Sur la tombe de la fille, on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon, on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon, on plantera De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle toujours des dangers des opioïdes pour nos jeunes avec Chantal Valéran, directrice générale de Jeunesse sans drogue. Et Chantal, avant qu'on parte à la pause, je parlais du fait qu'on allait partager avec les parents les effets que les opioïdes peuvent avoir. Mais je pense qu'avant de parler des effets, on pourrait parler de qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de consommation aggravée ou consommation grave pour un jeune. À quel moment on doit faire attention? Une consommation problématique, c'est définitivement quand il y a un problème de dépendance. Et quand on parle d'opioïdes, ça se fait assez rapidement, malheureusement. Parce que il y a une dépendance qui se développe rapidement après une consommation d'opioïdes. Donc, une consommation problématique fait que un jeune peut se tourner vers des sources illégales, et augmenter les doses qui lui avaient été prescrites. Parce qu'à la base, quand une dépendance se développe, le jeune avait peut-être été prescrit de façon tout à fait légitime un médicament pour soulager une douleur pour un problème X. Mais quand tout à coup, cette douleur-là ne fait plus partie du quotidien puis qu'il y a encore une prise de médicaments, là, il y a des questions à se poser. Donc, ça demande beaucoup d'observation de la part des parents parce que l'enfant peut dire, écoute, j'ai encore mal, mais tu le vois là qu'il n'a plus mal. Donc, il faut vraiment trouver le bon moyen de lui parler. Mais exactement, mais en amont de ça, ce que je dirais, c'est que si vous savez qu'il y a une chirurgie qui s'en vient et que vous discutez avec le spécialiste de la santé, il y
a des alternatives aux opioïdes. Je ne suis pas en train de faire le procès des opioïdes. Quand ils sont utilisés à bon escient, il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Mais de comprendre justement avec le spécialiste de la santé, pour la chirurgie de notre jeune, est-ce vraiment nécessaire, de un? Est-ce qu'il y a des alternatives? Poser les bonnes questions. Et demander également, est-ce que mon jeune a besoin de 120 comprimés? Est-ce que mon jeune pourrait à la base avoir une limite de comprimés, un certain nombre qu'on sait que c'est plus en contrôle, et si besoin, on renouvellera la prescription. Ça serait plus conseillé justement d'avoir un nombre plus restreint de comprimés et de renouveler au besoin que de ramener à la maison un paquet de comprimés qui pourraient se retrouver dans des mauvaises mains ou utilisés à pas bon escient. Oui, je comprends parfaitement et c'est là que vient ma deuxième question. Est-ce qu'il y a une différence entre la consommation problématique et le surdosage? Si oui, c'est à quel moment on commence à s'inquiéter? Bien, une surdose, c'est vraiment, vous avez besoin d'une aide médicale tout de suite. Une surdose, la personne est en arrêt respiratoire, a les lèvres bleues, a les ongles bleus, on appelle le 911, on administre la naloxone qu'on peut se procurer à la pharmacie. Une surdose, là, c'est vraiment dans l'optique où est-ce qu'il y a une consommation et le jeune ou la personne à la maison est en problème respiratoire. Besoin d'hospitalisation immédiate. Une consommation problématique, c'est une consommation qui peut mener à une surdose, mais qui peut être fait aussi de façon plus subtile sans que les parents se rendent compte que tout à coup, il y a un problème parce que il y a une consommation qui est prise pour s'auto-médicamenter, par exemple, ou à titre récréatif. Wow! Il faut vraiment... Les parents, là, chapeau à vous. Vous avez tous les renseignements sur le site web si vous avez besoin d'aide, là, parce que vraiment, ça... Être parent, c'est quelque chose. Je suis en train de penser à mes propres enfants déjà. Mais en fait, quand on commence tôt, puis j'ai déjà utilisé cet exemple-là, je pense, avec vous, mais même à la base, quand on commence à donner des vitamines à nos jeunes ou des antibiotiques, au départ, même à 2 ans, 3 ans, les antibiotiques sont à goût de cerise, de fruits. Les petits comprimés sont en petits oursons. Et les jeunes peuvent être tentés de dire qu'ils en veulent plus qu'un parce qu'ils peuvent penser que c'est des bonbons. C'est des bonbons. Dès ce jeune âge-là. Non, mais c'est vrai, dès ce jeune âge-là, de dire, ça coûte peut-être la cerise. Oui, effectivement, mais prendre cette occasion-là pour dire, c'est bon pour toi, mais voici les risques. Si tu en prends plusieurs, tu vas avoir mal au ventre, tu te sentiras pas bien, tu vas vouloir vomir. Et pouvoir expliquer que c'est bon de prendre ce genre de médicaments-là, mais selon les ordonnances d'un médecin. Donc, on en prend un par jour pour sa santé, mais en prendre plus que ça, c'est dangereux. Ça commence dès le jeune âge à pouvoir expliquer l'importance de la différence entre un médicament puis un bonbon, par exemple. Alors là, on va passer maintenant aux effets pour pouvoir mieux préparer les parents à la discussion. Il va nous rester, je pense, 4 minutes, 3 minutes. Alors, quels sont les effets que les parents devraient observer? De façon générale, si l'enfant semble plus émotionnel, mais là, c'est difficile à dire parce que moi, j'ai 2 adolescents à la maison qui sont des montagnes russes d'hormones. Donc, on sait qu'il y a des changements d'humeur substantiels avec nos jeunes adolescents, mais de façon plus précise, là, des effets à court, moyen terme, une somnolence, constipation, nausées, vomissements, euphorie, des difficultés respiratoires, des maux de tête, des étourdissements, de la confusion. Mais ce qui est vraiment dangereux comme effet secondaire, comme je disais tout à l'heure, c'est de développer une certaine tolérance. Donc, le médicament qui donnait une certaine dose d'euphorie, la tolérance va se développer rapidement. Il va en falloir en prendre plus, il va falloir en prendre plus. Et c'est là que la dépendance se fait et c'est là que les dangers de surdose arrivent aussi et que les effets sur la santé mentale, sur la santé physique vont se développer assez rapidement. Alors, en ce moment-là, je pense que sur le site web, on peut retrouver tous les éléments nécessaires pour engager la discussion avec notre jeune. Et je pense que vous avez aussi, les parents peuvent vous contacter directement pour avoir plus de détails. Oui, effectivement, sur notre site web, il y a
Il y a notre adresse courriel pour nous poser des questions. Puis on a un guide complet, je pense, de 28 pages sur les opioïdes, sur de quoi ça a l'air, de quelle forme ça a. On n'a pas eu le temps de jaser de ça, là, mais c'est des comprimés, c'est des timbres, c'est des sirops. Comment ça s'appelle sur le marché noir. Juste pour éduquer les parents. Et à l'intérieur de ce guide-là, ils ont toute l'information nécessaire pour comprendre ce que c'est, les opioïdes, mais savoir aussi comment en parler avec leurs jeunes. Et tout puis, ça est disponible sur notre site Web. Et puis, comme Chantal l'a dit, là, ne soyez pas trop sérieux quand vous engagez ce genre de discussion-là avec vos jeunes. Soyez dans le flow pour ne pas les perdre, en fait, c'est ça. Oui, mais plus vite on commence, quand il n'y a pas de problème, justement, plus facile c'est. Ouais. Donc, je vous encourage à le faire assez rapidement, puis ça devrait bien aller. Merci beaucoup, Chantal, et j'espère vous reparler bientôt. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, surtout pour les parents, www.jeunessesandrogues-canada.org, c'est le site web à visiter si vous avez besoin de plus d'informations. Dans la même veine, on va parler aussi, on parle toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois-ci de santé mentale. Et avec moi, Monique Chartrand, qui est la directrice générale de Tao Te-Led. Et ce matin, vous venez pour nous parler de cet organisme-là que je ne connaissais pas personnellement. Est-ce qu'on pourra en savoir plus? Oui, avec plaisir, Mme Bonny. Écoutez, Tao Te-Led existe depuis 1974 et a connu son essor dans la ville d'Ottawa. C'est un service, une ligne d'écoute empathique qui est destinée aux francophones de tous âges. Donc, c'est vraiment une ligne où les gens peuvent appeler pour parler de soucis qu'ils peuvent avoir, de détresse, de solitude. Donc, on reçoit environ 12 000 appels par année. Donc, mais on existe depuis 47 ans. Wow, ça fait un bon anniversaire à fêter bientôt. Écoutez, quand vous avez donné la définition, là, j'aime beaucoup le fait que vous ayez donné la définition parce que j'avais noté ça dans mes notes. Vous êtes une ligne d'écoute empathique. C'est écrit même sur le site web et j'aime beaucoup ce mot-là parce qu'on en a eu beaucoup besoin durant cette pandémie-là. Oui, tout à fait. Mais je pense que depuis toujours, la population a besoin, pour quelque raison que ce soit, un jour dans leur vie, d'avoir une oreille attentive, de pouvoir se confier, de pouvoir échanger avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'une ligne d'intervention. À Tao Te-Led, on ne fait pas d'intervention. On fait de l'écoute empathique. De l'écoute empathique. Et vous avez des bénévoles formés à la pointe pour ça. J'aimerais qu'on en parle de cette formation-là. Oui, la formation qu'on offre à nos bénévoles, c'est sûr que, tu sais, quand on parle d'un service offert par des bénévoles, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un service professionnel. Merci. Donc, on est bien fiers à Tao Te-Led de dire à quel point le professionnalisme a toute sa place. C'est pour ça qu'on est assez rigoureux pour offrir une formation qui dure à peu près une trentaine d'heures. Ouais. Donc, sur 5 volets différents. Je ne vous les énumérerai pas, mais entre autres, on parle de santé mentale, on parle de techniques d'écoute, etc. Donc, on fait vraiment le tour avec nos bénévoles. Et ensuite de ça, c'est sûr que les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. On les accompagne lors de au moins trois quarts d'écoute, où on est vraiment là pour les appuyer, les aider dans leur cheminement. Donc, et par la suite, il y a plein de formations continues qui est offert à nos bénévoles, plein de rencontres où les gens peuvent parler de leur expérience d'écoutant. Donc, c'est pas juste, en fait, que les bénévoles vont se former pour desservir la population. Parce que eux aussi, là, ils prennent de l'énergie des autres. Donc, ils ont vraiment besoin, eux aussi, d'accompagnement et de soutien pour déposer tout ce qu'ils ont pu recevoir peut-être durant la semaine, pour pouvoir se faire un nouvel esprit pour aller encore aider les autres personnes. J'aime beaucoup comment vous fonctionnez. Oui, tout à fait. Puis honnêtement, on s'assure vraiment, quand je parle de rigueur, là, on s'assure vraiment que les personnes qui vont donner du temps à Tao Te-Led soient disposées à le faire et que malgré que, bon, c'est la population en général, même s'il y a des gens qui ont vécu des épreuves dans leur vie, ça peut devenir d'excellents écoutants, d'excellents aidants. Ah oui. Par contre, on s'assure que dans leur cheminement, ils sont assez solides pour faire face à ce qu'ils vont recevoir. Alors, si moi, je vous entends parler en ce moment, je me dis, OK, moi, j'ai du temps, j'ai envie de l'offrir à Tao Te-Led. Est-ce que tout de suite, je peux entrer en contact avec vous? Et juste après, ce sera quoi la procédure pour moi?
La procédure est assez simple. On va sur le site web de Tao Telaide et on remplit un formulaire. Et quand on prépare, on donne à peu près 3 à 4 sessions de formation annuellement et on passe une entrevue de 1 heure, ça peut même durer 1h30, 90 minutes, pour rencontrer les gens. On va à la rencontre des gens pour voir leur motivation, pour voir leur intérêt, pour voir s'ils disposent justement des éléments de base pour pouvoir suivre cette formation-là. On dit souvent qu'à Tao Telaide, quand on reçoit la formation d'écoutant, c'est non seulement pour devenir écoutant bénévole au sein de l'organisme, mais aussi ça nous aide dans notre vie quotidienne. Mais oui, définitivement, parce que c'est de l'enseignement que vous donnez à ces personnes-là. Donc, en plus d'aider d'autres personnes, peut-être même qu'ils peuvent aider les gens de leur famille. Donc, ça, c'est un atout, hein, en plus. Tout à fait. C'est ce qu'on entend beaucoup de nos bénévoles. Comment est-ce qu'ils ressortent de l'expérience Tao Telaide plus riche. On a des bénévoles qui cumulent 30 ans d'écoute au sein de l'organisme. 30 ans sur 47 ans d'existence, c'est exceptionnel. Mais oui! Et c'est pas rare. On en a quelques-uns qui sont encore avec cette expérience-là au sein de l'organisme, puis qui donnent encore 3-4 heures par semaine. On dit le bonheur, là, il se retrouve quand on donne. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que la personne reste si longtemps. Waouh! Écoutez, moi, j'aimerais qu'on dise aux gens qui nous regardent que c'est pas vraiment le service que vous offrez, et pas seulement pour une tranche d'âge. J'aime beaucoup que ce soit ouvert à tout le monde. C'est définitivement ouvert à toute la population francophone. On couvre le territoire d'Ottawa et de tout l'Est ontarien. Et on couvre également toute la région de l'Outaouais québécois. Et l'expertise de Telaide est même rendue en Saskatchewan et au Yukon présentement. C'est très bien. Donc, on répond aux appels des francophones des provinces canadiennes. Juste pour laisser savoir aux Franco-Ontariens que vous êtes desservis un peu partout avec cet organisme-là, visitez le site web pour avoir plus d'informations. Écoutez, Madame Chartrand, j'ai une autre question pour vous. C'est concernant pas seulement la formation des bénévoles, mais aussi l'accompagnement. On en a parlé brièvement, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est concrètement de l'accompagnement que vous faites avec vos bénévoles. Parce que comme je l'ai dit en début d'entrevue, la pandémie peut-être a fait monter un peu votre demande. Donc à ce moment-là, comment vous appuyez vos bénévoles? Oui, bien, il y a une équipe de personnes, des permanentes au sein de l'équipe, au sein de l'organisme, qui sont là pour prendre les appels des bénévoles aux besoins. Donc, on encourage vraiment, lors de la formation, nos bénévoles à ne pas rester aux prises avec un sentiment qui pourrait être plus difficile. Exemple, si vous recevez un appel de crise suicidaire, c'est important de se rapporter et puis pouvoir ventiler sur la situation puis pouvoir parler à quelqu'un après. Donc, ça, on est quand même une équipe là, de 5 personnes là, qui peuvent répondre à nos bénévoles à ce niveau-là. On crée des activités. Une fois par mois, il y a des cafés-rencontres où il y a des témoignages. Nos bénévoles sont invités à participer à des soirées témoignages sur différentes problématiques, sur différentes dynamiques. Donc, on les invite. Ça crée vraiment un esprit d'équipe. On ne veut pas que nos bénévoles se sentent seuls. C'est très solitaire de faire de l'écoute. Oui. Par contre, moi, ce que j'entends souvent au sein de Telaide, c'est qu'on forme une famille. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes. C'est important là, de tisser ce lien-là avec les autres bénévoles et pouvoir avoir des échanges. On va offrir de la formation continue sur différents sujets pour différentes clientèles particulières. Donc, je pense qu'on essaie de rester très actifs et actifs là, pour pouvoir alimenter là, la motivation de nos bénévoles. Avec la permission de la régie, parce que je pense qu'il nous reste 2 minutes, je veux revenir un peu sur ce que vous avez dit tantôt. Vous avez parlé du fait qu'un bénévole peut recevoir un appel par rapport à une crise suicidaire. Dans ce cas-là, je sais qu'ils sont forcément formés pour pouvoir parler à la personne, mais est-ce que vous avez des partenaires vers qui vous pouvez envoyer ces personnes-là qui sont en état de crise? Tout à fait, tout à fait. Notre bénévole est formé pour déceler le niveau de la crise.
Et la minute que ce niveau de crise-là demande une intervention, on a tout un protocole qui est en place pour référer à ce moment-là la personne, soit au 911, soit à des équipes psychosociales. Donc, c'est très rodé. On ne laissera jamais une personne en détresse. On va pouvoir la référer là, à la bonne ressource à ce moment-là. Merci beaucoup. Et puis, bonne nouvelle pour les gens qui nous regardent. Le service que vous offrez, il est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Oui, puis les numéros de téléphone apparaissent là, sur notre site web. Donc, oui, effectivement, on est là 24/7. Vous faites un excellent travail. Merci beaucoup, Madame Chartrand, et puis bonne journée à vous. Merci, c'est un plaisir. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur cet organisme, www.taoteleaide.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après, on parle avec un auteur des presses de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pourquoi il faut vendre? À pourquoi il faut vendre? Pourquoi il faut vendre? Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens maintenant avec l'auteur Robert Major qui vient nous présenter 3 de ses ouvrages parus aux presses de l'Université d'Ottawa. Et Monsieur Major, pour le premier ouvrage, on va commencer tout de suite, c'est Carnet durant 5. De quoi est-ce que ça parle, cet ouvrage? Bien, ce sont des carnets. Essentiellement, ça parle d'un parcours que j'espère être significatif pour d'autres, enfin pour plusieurs générations. Voilà, je suis prof à l'université, mais en me mariant, mon épouse et moi, nous avons décidé de vivre à la campagne pour nos enfants dans un milieu plus sain, disons, et d'ailleurs qui correspondait davantage à notre nature. Donc, on a habité à la campagne une ferme, et ce qui a donné lieu à toutes sortes d'expériences de terriens, de fermiers, de ruraux plutôt. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est le contraste, les rapprochements entre la vie universitaire et cette vie à la campagne. Alors, le sous-titre, c'est Fragments d'un enracinement et Fragments d'un parcours. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de quelle façon on s'enracine dans un milieu. Nous sommes tous, d'une certaine façon, des déracinés. C'est très rare qu'on passe sa vie à la maison où on est né. C'est très rare qu'on passe sa vie même dans la ville ou dans la région où on est né. Et dans de nombreux cas, de fait, il y a des personnes qui sont totalement déracinées et qui vivent ailleurs, dans d'autres pays, d'autres milieux.
Alors moi, c'est le phénomène de l'enracinement qu'on approprie, on apprivoise en quelque sorte un univers et je mets ça en conjonction avec ma vie de professeur et d'universitaire. J'étais très heureuse de savoir que j'allais vous parler aujourd'hui parce que quand j'ai vu un peu la thématique de cet ouvrage, là, déjà pour commencer, je me suis dit, oh, je suis en plein questionnement là-dessus en ce moment sur l'enracinement. Qu'est-ce que cet auteur-là va vouloir me dire? Parce que comme vous venez de le mentionner, là, on n'est jamais enraciné quelque part. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis rendue au Canada, demain, je serai peut-être quelque part d'autre. Et puis, je me rends compte que oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous dites? On n'est jamais vraiment enraciné, mais j'ai l'impression que l'humain a du mal à se détacher du fait que l'enracinement est un peu illusoire, si je peux me permettre de le dire. Illusoire, oui, peut-être. Peut-être que ça prend plusieurs générations. Enracinement est mieux pour que vraiment on fasse corps et, avec le paysage qui nous entoure. Mais curieusement, on s'enracine et on devient autre. Je pense, moi, que je suis devenu totalement autre au contact de mes voisins et en vivant ce que j'avais à vivre à la campagne, c'est-à-dire en faisant mon bois, en chauffant au bois, en faisant mon potager et avec des voisins qui étaient des gens manuels, des gens de la terre. Et de toute façon, même si l'enracinement est un peu partiel et même fictif dans certains cas, pour moi, c'est important de maintenir un équilibre entre la vie intellectuelle et la vie manuelle. Oui, et puis vraiment, ça doit être un beau travail d'être en plein questionnement là-dessus. Est-ce que vous pensez que, de votre ouvrage, de votre propre expérience, est-ce que vous pensez que l'enracinement, il peut se faire à chaque étape de la vie et puis se dire, OK, arrivé un moment, il va falloir que je lâche prise peut-être pour m'enraciner dans quelque chose d'autre? Oui, oui, effectivement. On est toujours sollicité, on est toujours lancé dans d'autres expériences d'aventure. Je suis parent, par exemple, pour savoir on est constamment interpellé et dérangé de nos certitudes pour devoir s'en fabriquer d'autres. J'en parle pas dans mon livre, évidemment, de cet aspect-là de l'enracinement, mais on pourrait faire tout un chapitre là-dessus. Je suis fermement convaincu que ce sont les gens qui éduquent les parents, par exemple, et non le contraire. Les parents pensent qu'ils éduquent leurs enfants, mais il suffit que la première fois, un enfant nous dise « mais tu le fais, toi ?» ou « tu l'as dit, toi ?» Et puis là, on est interpellé, on est complètement arraché de nos racines et on doit se faire autre. Oui, c'est tellement bien dit. Mais c'est pas ça, de ça que je parle dans mon livre. Je parle de mon enracinement de terrien, mais vous avez raison de dire que à tout moment dans notre vie, on refaire racine et on doit se reconstituer dans un nouveau lieu. Écoutez, je vais vous garder avec moi. On va prendre la pause parce qu'on vient de terminer avec le petit résumé de notre ouvrage qui va se montrer à l'écran maintenant, qui s'appelle Carnet Durand 5. Et là, il est disponible aux presses de l'Université d'Ottawa. Après la pause, on va discuter d'un autre de vos ouvrages, Mes conversations avec Claude, et puis un troisième dont je vais taire le nom. Je vous garde avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Marie
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours avec l'auteur Robert Major des presses de l'Université d'Ottawa et on parle maintenant de son deuxième ouvrage, d'un deuxième ouvrage qui a paru aux presses de l'Université d'Ottawa, Mes conversations avec Claude. J'ai entendu parler de cet ouvrage-là, mais le fait que vous me fassiez aujourd'hui le résumé, je suis toute ouïe. De quoi est-ce que ça parle? J'ai fait ce petit livre, il a été publié il y a 2 ans. Oui. Et c'est en quelque sorte le premier livre dans ma série de souvenances. Il y a mes conversations avec Claude, il y a le livre dont on vient de parler, Les carnets du rang 5, et il y en a un troisième qui va sortir incessamment, Témiscamingue, qui se passe dans un tout autre milieu. Alors, mes conversations avec Claude, c'est... j'avais un voisin, un grand silencieux, ne parlait pas. Et je me suis défié d'écrire des conversations avec lui en me rappelant les quelques propos que j'ai échangés. Ce Claude était un silencieux avec comme on dit ici, une troisième année forte, et donc sans instruction formelle, mais c'était un sage, c'était un philosophe qu'on pourrait appeler un philosophe sylvain, philosophe de la forêt. C'est un homme qui avait travaillé toute sa vie dans la forêt et qui avait développé une sagesse et un art de vivre qui m'a impressionné, moi qui fréquente l'intellectuel des universitaires et qui savait beaucoup de choses livresques, mais qui n'avait pas toujours le jugement fiable et qui n'avait pas la sagesse de ce Claude. Donc, j'ai pensé faire ce petit livre sur mes conversations avec Claude, où on a toutes sortes de sujets, à partir des chiens et l'art de faucher un champ jusqu'à la vieillesse. Et ça donnait un livre que j'ai trouvé très apprécié à faire et que j'espère qu'il pourra intéresser des lecteurs. Ben pour quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, ce monsieur Claude, là, il est tout le contraire de moi, parce que moi, je parle beaucoup, je m'appelle Claude. Et pour quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, pour quelqu'un qui parle pas beaucoup, comment vous avez réussi à collecter ces informations-là et puis à les déposer dans un livre, en fait? Bien, en réfléchissant aux quelques commentaires qu'il m'a fait à l'occasion, et des commentaires très simples, très anodins, mais qui révélaient une réflexion et tout un arrière-fond, tout un arrière-plan. Il était très pudique, il ne se révélait pas. Il disait des choses, moi, qui m'ont plu. Puis évidemment, j'ai travaillé là-dessus, j'ai brodé là-dessus avec mes lectures, même une de mes sœurs m'a reproché de mettre des mots trop savants dans ce livre-là. Mais que voulez-vous? Et même de citer à gauche, à droite des écrivains. Mais je suis un littéraire, j'ai beaucoup lu dans ma vie, puis citer des auteurs, ça vient naturellement. C'est comme notre peau, on ne peut pas sur la peau du corps. Les phrases des autres et les réflexions des autres deviennent les nôtres et inévitablement. Donc, mais Claude, c'est un sage et un philosophe sylvain, disons. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en En tout cas, j'ai entendu, comme je l'ai mentionné avant qu'on commence à parler de cet ouvrage-là, que j'ai entendu du bien de ça. Et donc, j'espère que les gens vont aller se le procurer au site web des presses de l'Université d'Ottawa. Troisième ouvrage, et non des moindres, qui va sortir en novembre, si je ne m'abuse, c'est Témiscamingue. Un autre essai encore. Bien, ce sont plutôt des récits. Comme le sous-titre l'indique, ce sont les propos qu'aurait tenu un concierge avec qui j'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans alors que j'étais jeune, enfin fin de l'adolescence plutôt. Là. Donc je le fais parler, tout simplement. Et il raconte plein de choses. Il raconte plein de choses sur les châtiments et les miracles, entre autres. Et ça permet d'évoquer toute une région qui est assez mal connue, enfin, le Témiscamingue, à la fois ontarien et quoi. Le Témiscamingue doit son nom évidemment à Témiscamingue,
qui signifie en autochtone eau profonde. Le lac Témiscamingue est une véritable mer intérieure. C'est un supplément d'eau sur lequel j'ai passé mon enfance et ma jeunesse. Je ne parle pas vraiment du lac dans le livre, mais c'est la région. La région qui a constitué un type humain assez particulier, dont mon concierge, des gens vaillants, fiers, travaillants, et un peu peut-être trop fiers à l'occasion, mais qui sont très, très bien ancrés, encore cette notion d'ancrage et d'enracinement, qui sont très enracinés dans leur milieu. Ça me permet d'évoquer toutes sortes de choses qui sont arrivées au Témiscamingue. Le grand feu de Hillsbury, par exemple, ou le grand feu qui a précédé en 1916 dans le nord de l'Ontario, qui était le feu le plus dévastateur, le feu de forêt le plus dévastateur du Canada, le grand feu de Matheson, Schumacher, Timmins, etc. Wow. En tout cas, moi, ce que j'ai comme réflexion par rapport à tous les 3 ouvrages qu'on vient de mentionner, c'est que ça pousse au questionnement intérieur, si je peux le dire ainsi. Parce que quand on parle du premier ouvrage dont on a parlé en premier, c'était Carnet du rang 5, ensuite Mes conversations avec Claude, là maintenant on a Témiscamingue. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est ce que moi je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que le lecteur retienne de tous vos écrits? Qu'est-ce que je veux? Je n'ai pas la prétention de vouloir différemment dans chaque cas. Dans le cas des conversations avec Claude, c'est que la notion d'enracinement, il faut y réfléchir et surtout, j'aimerais qu'on retienne la notion d'équilibre entre la vie intellectuelle et la vie manuelle, et une notion aussi de respect pour les gens qui nous entourent. Ouais. Des carnets, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai toujours été impressionné par les gens qui m'entouraient, des gens qui n'avaient pas de prétention, qui ne se prenaient pas pour d'autres, qui ne parlaient pas de choses qu'ils ne connaissaient pas, qui parlaient des choses qu'ils connaissaient et qui avaient des choses à dire aussi. Et ça m'a toujours impressionné, ce type de personne. Alors, peut-être, avec ces 3 petits livres, peut-être souhaiter que le lecteur soit à l'écoute des gens qui l'entourent et voit la richesse de l'univers aussi dans lequel on est baigné tous les jours. Merci beaucoup, Monsieur Major. Je vous souhaite bonne chance pour ces 3 ouvrages-là et j'espère vivement vous revoir ici sur le plateau pour parler de, pourquoi pas en profondeur de Témiscamingue, parce que ça s'en vient en novembre. Est-ce qu'on a une date en tête pour l'instant? Moi, j'ai pas la date. J'ai mon exemplaire ici, là, mais je n'ai pas la date. La couverture est très belle en passant. Du lancement officiel. C'est une photo de mon neveu qui enseigne, de fait, dans le Témiscamingue, qui enseigne au secondaire. Ça va, c'est vraiment très, très, très beau. En tout cas, merci beaucoup et encore une fois, bonne chance pour vos 3 ouvrages. Au revoir. Merci, madame, vous êtes bien gentille. Au plaisir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, quand je parlais de Témiscamingue, cet ouvrage de l'auteur Robert Major qui va paraître en novembre, on me fait dire que c'est le 10 novembre qui va paraître, donc vous pouvez visiter le www.presse-uottawa.ca pour vous le procurer. Mais entre autres, j'aimerais pas oublier de mentionner les 2 autres ouvrages dont j'ai parlé avec lui. Donc, on a Carnet du rang 5, si on peut peut-être le montrer à l'écran. Carnet du rang 5, qui est déjà disponible sur le site web des presses de l'Université d'Ottawa. On a aussi Mes conversations avec Claude que vous pourrez aussi retrouver sur le site web www.presse-uottawa.ca. Nous, on va prendre une petite pause et juste après, je vous partage de bonnes informations. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À la prochaine émission, on expérimente une pizza sur feu de camp et on se partage de souvenirs de pizza à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Nous venons de traverser des moments difficiles, une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Petit rappel pour vous, c'est que vous pouvez, si vous vous sentez pas bien, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez aller sur le site web www.taoteleaide.ca pour pouvoir parler à quelqu'un. Comme j'ai mentionné, comme j'en ai discuté avec la directrice générale de cet organisme, Madame Monique Chartrand, elle nous a confirmé que les bénévoles qui travaillent pour cet organisme-là, ils sont formés pour pouvoir vous écouter, vous appuyer et vraiment vous accompagner où est-ce que vous devez aller. Donc, n'oubliez pas www.taoteleaide.ca, c'est le site web à visiter si vous avez besoin de vous faire écouter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h avec de nouveaux invités. Et cette fois, on va parler de l'expérience culinaire issue des Caraïbes avec le chef Jay Anthony. C'est un événement qui s'en vient pour demain. Je vais aussi m'entretenir avec Lise Sarrazin du regroupement des gens d'affaires. Elle viendra vous inviter à leur prochain gala. On va parler de l'organisme Épelle-moi Canada, de qu'est-ce qu'ils sont en train d'organiser pour la rentrée scolaire. Et on va discuter aussi avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Tout ça pour demain à partir de 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.